l'Égypte. Je donne maintenant la parole à son Excellence Maxime Rezenkov, ministre des Affaires étrangères du Bélarus. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le thème de la discussion cette année, meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. C'est un thème parfait, et surtout avec le mot clé. Faisons un retour sur le passé et réfléchissons. Je suis bien certain que nous trouverons les causes profondes des menaces de la planète aujourd'hui. Tout d'abord, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale. Il y a 80 ans, cette guerre s'est terminée, qui fut une grande tragédie pour l'ensemble de l'humanité. Le prix en fut plusieurs millions de vies et nous avons relevé le défi. Le rôle de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du peuple de Chine qui a vaincu le militarisme japonais est essentiel, mais le rôle décisif revient au peuple de l'Union soviétique qui s'est battu jusqu'au bout. Remarquez que le peuple soviétique n'a pas remis ses clés de ses villes à l'envahisseur, n'a pas fourni à l'envahisseur des soldats et des équipements. Il y a 80 ans, les choses étaient claires. Et les libérateurs, ensuite, ont été accueillis avec des fleurs et dans l'allégresse. On leur a érigé des monuments. 80 ans se sont écoulés d'une Europe rassasiée et pacifiée. Que s'est-il passé? On a vu en Europe voir une nouvelle vérité, voir le jour. On a oublié les souvenirs, on a abattu les monuments et on a réécrit les manuels. Et on entend maintenant des slogans nazistes dans les rues d'Europe. Et la génération d'aujourd'hui n'a aucune connaissance des horreurs de la guerre et ils transforment en héros ceux qui, parmi leurs ancêtres, comptaient parmi les nazis. Puisqu'on réécrit l'histoire, on en réécrit l'issue et on doute de la justesse de l'ordre mondial de l'après-guerre fondé sur les principes universels de l'ONU. Et comme on le voit, ceci était nécessaire pour l'Occident collectif de divisant le monde et disons qu'il fallait attendre pour pouvoir tout remodifier. Mais regardez, du haut de cette tribune, on a déjà entendu ces derniers jours que l'Holocauste était notre honte à tous. Pourquoi notre honte à tous? Chacun répond devant l'histoire. Par exemple, le Bélarus, jusqu'au dernier Bélarus, a combattu contre le nazisme en payant du prix de sa vie pour sauver des juifs. Et on ne peut pas se taire sur le sujet. On se souvient des villages qui ont été brûlés avec leurs habitants. On se souvient des millions de personnes qui ont été chasser ces femmes et des enfants réduits à l'esclavage. Garder le souvenir, la mémoire, c'est important pour que les choses ne se reproduisent pas, pour qu'il n'y ait plus d'idéologie de supériorité raciale. Et les camps de la mort, ça a été une invention épouvantable de l'Occident. Et le Bélarus vit dans la paix depuis 80 ans. Et c'est long pour nous. Et au cours des 30 dernières années, en particulier, nous vivons dans la dignité, la paix, avec une politique sociale pour le simple citoyen, gardant le souvenir sacré de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et transmettant ce souvenir aux jeunes générations. Pourquoi est-ce que nombre de personnes à l'Ouest ne veulent pas vivre ainsi? La réponse est simple. Leurs responsables politiques sont aveuglés par leurs ambitions personnelles. Ils ne voient plus les personnes simples, même dans leur propre pays. Et c'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'ils traitent avec négligence la vie humaine d'autres peuples, appelant par exemple les Ukrainiens à combattre jusqu'au dernier Ukrainien.
C'est également une année importante, c'est le 80e anniversaire de l'ONU. Les vainqueurs ont créé cette organisation et parmi les fondateurs, il y avait le Bélarus où un tiers avait été tué ou torturé. Au cours de ces années, la délégation du Bélarus a été parmi les plus grands défenseurs de l'ONU, lançant les initiatives les plus audacieuses et prises de paix. Et c'est pourquoi nous avons le droit de parler très franchement aujourd'hui et de dire ce qu'il en est de notre organisation en ce 80e anniversaire. Tout d'abord, il est incontestable que l'ONU est un élément central de la vie internationale. Cela a été permis grâce à la composition universelle de ses membres. Néanmoins, on voit que le principe d'universalité est sapé, surtout depuis 10 ans environ, par ceux qui insistent pour transformer l'ONU en un instrument pour défendre leurs propres intérêts au détriment des aspirations de l'ensemble de l'humanité. Deuxièmement, assurément, l'ONU protège la planète d'une nouvelle guerre mondiale. Son mécanisme clé, c'est le Conseil de sécurité qui permet aux grandes puissances de débattre des questions de paix et de guerre autour d'une table et pas sur un champ de bataille. Néanmoins, malheureusement, cet organe agit de moins en moins. Et son influence n'est plus la même. Disons les choses franchement, l'ONU s'est avérée incapable de prévenir de nombreux conflits régionaux aujourd'hui. Et plus le temps passe, plus cela s'aggrave. Troisièmement, sous l'égide de l'ONU, on a créé tout un réseau d'instances internationales où on a élaboré différents documents. Et cela donne la possibilité de mener une coopération sur tous les axes de l'action humanitaire. Sur tous les actes d'action. Mais en y regardant de plus près, seules certaines structures fonctionnent. Pourquoi? Eh bien, parce que l'organisation doit suivre son temps et cela exige des réformes. Et comme cela a été mentionné par notre secrétaire général, et avant tout, il faut la réforme du Conseil de sécurité. Et je veut parler notamment de l'élargissement du nombre de membres permanents parmi les pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Afrique. En 80 ans, la composition le nombre de membres a augmenté considérablement et le nombre de pays aujourd'hui n'était même pas sur la carte politique quand on a créé l'ONU, mais ils ont droit au chapitre aujourd'hui. Et ils attendent avec justesse que l'ONU travaille dans l'intérêt de tous, pour le renforcement de la coopération générale et qu'elle ne soit pas un instrument de manipulation de certains pays seulement, notamment pour régler leurs comptes avec d'autres pays. Quatrièmement, il y a un problème dans le fait que l'ONU est très instrumentalisée, dévoyée. Les agissements des États-Unis pour réduire son soutien à l'ONU, ce qui a déjà suscité une réduction du personnel. Cela est très difficile. Mais si l'organisation peut se renouveler, alors elle sera nécessaire à tous, aux grands, aux forts, aux petits, aux développés, en développement. Dans le cas contraire, c'est le même destin que la SDN qui l'attend. Mais le Bélarus ne veut pas cela, car pour l'instant, nous ne voyons pas d'alternative à l'ONU. C'est pourquoi, notamment aujourd'hui, nous parlons en toute sincérité de ces problèmes institutionnels pour en comprendre la nature et les corriger. L'acte d'Helsinki a 50 ans cette année. Ce document, à l'initiative d'ailleurs des dirigeants de l'Union soviétique, a renforcé la réalité politique suite à la Seconde Guerre mondiale. Et l'acte a prédéterminé la nature stable des relations entre les États-Unis et l'URSS, ce qui a été reflété dans toutes les régions du monde et ce qui a aidé à faire en sorte que la guerre froide soit gérable. Un des héritages importants de cet acte, c'est qu'il a introduit le principe de non-divisibilité de la sécurité pour que la guerre froide ne devienne pas une guerre brûlante. Les accords de Helsinki avaient donné la possibilité de construire une Europe prospère, non divisée, après la fin de la guerre mondiale froide. Mais l'histoire en a décidé autrement. Et ce principe a été oublié et certains préférant l'affrontement et la primauté. D'ailleurs, cette logique est à l'origine de l'élargissement de l'OTAN à l'Est, suite de quoi l'équilibre des forces
en Europe a été mise à mal et ont surgi différentes menaces. Et il y a eu la crise en Yougoslavie et d'autres crises également. Aujourd'hui, il est évident que pour faire cesser le sang en Ukraine, il faut que toutes les parties européennes comprennent de nouveau qu'il est nécessaire de respecter le principe d'indivisibilité de la sécurité. Et il importe aussi que les centres mondiaux comprennent cela, notamment les États-Unis. Cette situation exige des efforts particuliers pour augmenter la confiance entre les pays, même s'il n'y a pas de recette toute faite pour l'instant. Mais il faut agir. Et nous, au Bélarus, nous sommes au cœur de l'Europe et nous le comprenons mieux que quiconque, car c'est bien notre pays. Qu'une fois tous les 50 ans qu'il se déroule des guerres tragiques, détruisant tout sauf la mémoire. Donc, on ne peut pas ralentir la cadence. Et néanmoins, nous voyons ce qui se passe chez nos voisins. Des mines, des murs sont érigés, des lignes de défense établies, des fers en fer forgé. Et ils essaient de convaincre leur population qu'il y a une menace des barbares de l'Est. Et les premières victimes existent. Les soldats de l'OTAN qui s'embourbent dans les marais et sautent sur leurs propres mines. On a vu à l'extérieur sur la pelouse un morceau du mur de Berlin où il est écrit 155 km et où sont morts 200 personnes. Eh bien voilà, aujourd'hui, on est en train d'ériger un mur bien plus grand, plus haut, sur des milliers de kilomètres entre l'UE et la Russie et le Bélarus. Et le nombre des victimes se compte déjà par centaines. Et des migrants en rien coupables provenant des pays du Sud qui veulent simplement une vie meilleure dans l'UE, UE d'ailleurs qui a détruit leur mode de vie dans leur propre pays. Donc si ensemble nous ne pouvons pas nous éviter cette construction de ce mur, alors réservons déjà un lieu sur la pelouse pour plus tard y ériger un morceau de ce mur quand les pays en question auront compris, et pour dire que quel est le prix de la liberté de déplacement, et on pourra indiquer le nombre de morts. Et nous dirons que c'est un monument à la liberté de déplacement. Nous proposons des solutions concrètes, notamment notre président a présenté l'initiative d'une charte euro-asiatique de diversité et multipolarité du XXIe siècle pour créer un nouveau paradigme dans l'architecture euro-asiatique et de la sécurité indivisable. Et beaucoup en ont parlé, notamment le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nous appelons les États membres à participer à ce processus, les États euro-asiatiques. Il n'y a pas d'alternative à cela. Nous devons cesser les avertissements et tous nous asseoir à la table des négociations. Notre appel s'adresse bien sûr aux pays membres de l'UE qui, par tradition, sont sceptiques s'agissant de toute initiative venant de l'Est. Nous aimerions leur rappeler que l'Est, maintenant, ce n'est plus l'Est d'il y a quelques années. Non, maintenant, il s'agit du Sud mondial et même ce que l'on appelle la majorité mondiale avec laquelle il faudra compter. Il est temps de comprendre que l'époque du diktat de l'Occident collectif est reléguée au passé. Donc, nous aimerions conseiller aux membres de l'UE de réfléchir à tout cela, réfléchir à leur place dans le monde, compte tenu de toutes les modifications qui s'y déroulent et qui ne sont pas à leur profit. La chute de la compétitivité économique met à mal le modèle européen traditionnel, baisse du niveau de vie et une militarisation colossale de la région qui précipite l'Europe et notamment des membres de l'UE et de l'OTAN dans une crise financière avec une destruction des bases de la civilisation européenne suite à des migrations de masse incontrôlées et à une politique vouée à l'échec du multiculturalisme à titre de réponse à ce problème. Et tout cela à l'heure de ces nouvelles palissades à la hâte érigées à l'Est et en béton politique, idéologique et des palissades finalement civilisationnelles. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces palissades? Alors on ne trouve pas simplement le Bélarus et la Russie à l'est de ces palissades.
on y voit jusqu'à l'océan Pacifique. Ce qu'appellent nos amis russes la communauté de destin uni, de responsabilité unie pour l'avenir de l'humanité, avec un affaiblissement des frontières physiques et douanières, avec un renforcement des interactions, avec le développement des contacts entre les individus et une action sur différents niveaux. Une communauté où il y ait des différences nationales et culturelles, mais où l'on se respecte les uns les autres, on n'impose pas de dogme idéologique, avec des milliards de personnes, des millions de kilomètres de territoire, une puissance naissante économique colossale, déjà nôtre. Et d'ailleurs, avec ces mécanismes très modernes d'interaction, BRICS, Organisation de coopération de Shanghai, la NAS, etc. C'est pourquoi, essentiellement, le marasme politico-militariste de l'UE et ses sanctions économiques, ce sont des mesures finalement qui vont entraîner l'UE dans une crise encore plus profonde économique et politique et l'isoler. Et ceci va aggraver la situation pour les peuples d'Europe. Or, ces problèmes peuvent être réglés si, au lieu de choisir l'isolement, l'Europe choisissait la coopération euro-asiatique et la sécurité sur notre continent euro-asiatique. Cette année, nous fêtons aussi les 25 ans de l'anniversaire de ces rêves les plus importants de l'ONU de développement pour la communauté. On a adopté les objectifs de développement il y a 25 ans et il nous semblait qu'on entrerait dans une nouvelle ère. Mais où sommes-nous aujourd'hui, 25 ans plus tard? D'une part, nous sommes devenus encore plus corrélés et interdépendants grâce au développement technologique qui change les concepts de temps et d'espace. Mais par ailleurs, il y a de nombreuses lignes de division qui nuisent. Réfléchissez aux chiffres suivants. L'an 2000, dans le monde, il y avait 50 millions de déplacés. Aujourd'hui, il y en a 120 millions. Plus d'1 milliard d'habitants sur la planète vivent encore dans la pauvreté. Les conflits en Ukraine, en Palestine et en Syrie. Il y a le syndrome que l'on voit en Afghanistan, en Irak et en Libye, où les peuples ne peuvent pas choisir leur destin. Il y a des actions par la force qui sont menées sur le plan international. Voilà les résultats obtenus au lieu des espoirs annoncés il y a 25 ans. Avec le blocus économique de Cuba depuis 60 ans, sur la liste aussi des pays parrains du terrorisme, ce qui est tout à fait intolérable. Voilà, est-ce que c'était les résultats auxquels aspiraient les Nations Unies il y a 25 ans? Alors, pourquoi est-ce que nos espoirs des millénaires ne se sont pas avérés? Rappelons-nous des propos de notre président. Au cours de nombreux siècles, un petit groupe d'États ont décidé du destin du monde, considérant les autres peuples et pays comme une masse sans droit. Et beaucoup de personnes en Occident n'ont pas pu changer de mentalité multiséculaire. Certaines élites occidentales continuent d'avoir une pensée encore colonialiste, même si elle est modernisée. D'où leur relation vis-à-vis des pays en développement. Alors, nos amis africains parlent très bien de la période du colonialisme, demandant réparation. C'est pourquoi, au cours des 25 dernières années, nous avons vu de la part de l'Occident, non pas un travail pour régler les problèmes de développement et pour la démocratie. Non, la politique menée était celle de la guerre du chaos, augmentant le nombre de réfugiés, érigeant des obstacles au commerce et sapant la sécurité alimentaire. Et les organisations internationales ont été laissées de côté, y compris l'ONU. C'est pourquoi, comme réaction à
face à ces tendances négatives, le concept de régionalisation est devenu populaire. Et sans être lié avec les pays de l'Occident, comme par exemple, comme j'ai déjà cité, BRICS, Organisation de coopération de Shanghai, l'ANAS, la CEI, etc. Ces structures reflètent les intérêts de la majorité des pays de la majorité mondiale, sont fondées sur les principes du respect mutuel, de l'égalité. Et j'aimerais rappeler l'initiative de la Chine sur la gouvernance mondiale que le Bélarus soutient. Madame la Présidente, aujourd'hui, les paroles du grand penseur du siècle précédent italien Antonio Gramsci sont tout à fait actuelles. Le monde ancien meurt et le nouveau a du mal à naître. Oui, c'est paradoxal que le nouveau monde naisse dans de telles douleurs, car le vieux monde ne veut pas partir, céder la place calmement. Et c'est pas nous qui détruisons l'ancien monde. L'Occident y réussit très bien. En revanche, nous et la majorité mondiale, nous construisons le nouveau monde. Et je tiens à souligner le mot ensemble. Ensemble avec les pays épris des mêmes idées. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Bélarus.